Salut et bienvenue dans cet autre tutoriel introductif à l'économétrie des données de panel. C'est tutoriel qui va déboucher sur un autre qui sera la mise en œuvre sous Stata notamment. Mais dans ce tutoriel, nous allons tout d'abord vous expliquer les fondements théoriques de la modélisation euh, d'économétrie des données de panel. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est la première fois que vous me suivez. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de votre écran pour pouvoir suivre mes prochaines publications. Voilà. Donc, pour revenir à l'économétrie des données de panel, il faut dire ici que ce terme de panel fait référence à des données d'une groupe instantanée qui est répétée à travers le temps. Donc, on a des individus qu'on observe sur un certain nombre de variables au courant du temps. Donc, les individus, ça peut être des pays, on peut avoir plusieurs pays sur lesquels on observe, par exemple, des variables macroéconomiques comme le temps, comme le PIB autant pour moi, les recettes fiscales, la dépense finale de consommation et ainsi de suite. Donc, on observe donc ces variables-là sur ces individus-là qui sont les pays, par exemple, du monde entier et à travers le temps, qui peut être en année. Donc, chaque année, on mesure et le PIB et les dépenses finales de consommation et d'autres variables macroéconomiques sur les différents individus. Alors, pouvons prendre par exemple l'exemple de la fonction de production pour illustrer l'exemple que je vous ai pris sur le cas macroéconomique. On veut par exemple mesurer la production, voilà, sur un panel de pays, on veut mesurer cette production à travers le travail et puis le capital. On peut regarder par exemple une fonction de Cobb-Douglas classique pour essayer de mettre en place un modèle qui permet de modéliser la production, d'exprimer la production en fonction du capital et du travail euh, en ayant observé des données sur des pays et à travers le temps. Voilà. Donc, on peut en avoir plusieurs types, hein, suivant, par exemple, la taille de l'échantillon. On a des micro-panels qui sont caractérisés par le fait d'avoir plusieurs individus sur une période relativement courte. Autrement dit, le nombre d'individus est supérieur à la période d'observation. Par exemple, on peut prendre tous les pays du monde entier sur lequel on peut évaluer, ou alors par exemple les pays d'Afrique subsaharienne, euh, par exemple, qui représentent quand même une trentaine, 36 pays d'Afrique subsaharienne. On peut prendre ces pays-là et les mesurer sur une période peut-être de 2010 à 2020. Là, on va parler de micro-panel parce que le nombre d'individus est relativement élevé par rapport au nombre d'observations. Et comme exemple, vous pouvez avoir le German Social Economic Panel. Donc, on peut également avoir les macro-panels où les périodes sont longues, relativement longues par rapport au nombre d'individus. Donc, on a moins d'individus qu'on a d'observations dans le temps. On peut avoir des exemples de la base de la World Development Indicator de la Banque mondiale, la base de l'OCDE, la BCAO, etc. peuvent
illustrer des macro-panels où on a beaucoup d'observations, des années 60 jusqu'à nos jours, alors que on peut disposer de peu d'individus sur les périodes concernées. Maintenant, en fonction de la structure des données, également, on peut avoir des pseudo-panels qui sont caractérisés par le nombre de périodes disponibles pour chaque individu. Euh, euh, ne puisse être le même. Donc, on a des valeurs manquantes pour certains individus et pas pour d'autres, et ainsi de suite. Là, on va parler de pseudo-panel parce qu'on n'a pas exactement le même nombre d'informations disponibles pour chaque individu. Donc, on a obtenu par fusion de groupes instantanés à différentes périodes avec des individus différents, ça peut prêter à confusion. Mais là, on parle de pseudo-panel. Alors, pour ce qui est de, de notre cas, ce sont des cas de panel synthétique, on a un nombre de périodes disponibles pour chaque individu qui est le même. Là, on a ce qu'on appelle des panels synthétiques. On observe exactement le même nombre d'individus pour le même nombre de données, de périodes pour chaque individu. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qui est des panels synthétiques. On peut avoir un certain nombre d'avantages, hein, avantages et de limites pour la modélisation par les modèles d'économétrie des données de panel. Donc, on a le contrôle de l'hétérogénéité individuelle comme avantage. Ça permet de voir si entre les individus il y a une certaine hétérogénéité. Vous le comprendrez un peu plus tard. En l'occurrence, quand nous allons faire le cas pratique, il permet également de mieux cerner la dynamique d'ajustement de certains phénomènes. Voilà. Donc, si on a par exemple une taille de données élevée, cela peut entraîner plus de variabilité et plus de degré de liberté. Et de ce fait, garantir une meilleure convergence des estimateurs. C'est une des qualités premières des données de panel. Également, lorsqu'on a très peu de données, on peut facilement faire converger les indicateurs, notamment ceux du maximum de vraisemblance. Et comme limite à notre modèle d'économétrie des données de panel, il y a un certain nombre de limites liées au problème de collecte de données, voilà, en couverture et puis de non-réponses qui peuvent donner lieu à ce qu'on ait des pseudo-panels dont on a parlé plus haut. On peut également avoir des problèmes d'attribution à un individu disponible à partir d'une certaine date de l'échantillon. On peut avoir des problèmes dans l'indépendance des individus sur certaines périodes. Voilà, pour ce qui est des limites. Alors, pour ce qui est des données, la structure des données de panel est à peu près telle que celle que nous voyons. Nous avons par exemple dans la première colonne, on dispose les individus. Ici, par exemple, nos individus sont les pays. On a le Bénin, on a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, et ainsi de suite. Chaque individu a son identifiant numérique. Et puis, on a l'année. Donc, chaque année est répétée pour chaque individu. Donc, et puis après, on peut disposer chaque variable de notre base de données. Donc, pour chaque pays qui est répété autant de fois qu'il y a d'années, on a l'observation de chaque variable.
On a par exemple la variable dénommée IMF Purchase. Dans ce cas, on a les PPG ou IDA. On a GNI, Growth National Income, le revenu national brut. Voilà. Et on peut avoir toute une pléthore de variables qui permettent d'analyser des données en panel. Voilà, en quelque sorte, la structure des données qui nous permettent de définir la spécification d'un modèle mathématique. Un modèle mathématique qui s'écrit étant donné qu'on a une variable y qui est observée sur les individus. Et dans le temps, notre variable dépend de l'individu i et du temps t, qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire de variables explicatives du phénomène y. Ces variables explicatives sont aussi observées pour chaque individu. Et dans le temps, on a également un terme d'erreur. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, notre YIT représente la valeur de la variable dépendante pour l'individu I à la date T. Et donc, on peut définir un vecteur de variable explicative et le vecteur de coefficient, ainsi que les termes d'erreur de notre modèle. Voilà, donc, toujours dans la spécification mathématique, on peut avoir une décomposition générale des termes d'erreur. Les termes d'erreur peuvent être décomposés en effets individuels, effets temporels et puis bruit, terme d'erreur. Voilà, un bruit blanc dont notre terme d'erreur se décompose en une composante individuelle et une composante temporelle. Et de façon plus spécifique, on peut avoir les modèles à erreur composés à facteurs lorsque notre terme d'erreur ne contient que soit le facteur individuel ou alors le facteur temporel. Et donc, on peut également avoir un modèle à erreur composé à deux facteurs lorsque à la fois le facteur individuel et le facteur temporel persiste dans notre modèle. Et donc, dans le cadre théorique de l'estimation, notre modèle à erreur composé à un facteur, on considère un certain nombre de vecteurs unités de taille nt. Nt, c'est le nombre, n c'est le nombre d'individus et t, c'est le nombre d'observations dans le temps. Donc, on peut définir la matrice d'identité de taille n et définir l'opérateur between comme produit tensoriel de notre matrice d'identité de taille n et d'autres vecteurs IT. Voilà, donc ce qui permet d'avoir la forme vectorielle de notre modèle de données de panel qui est quasiment similaire à la forme d'un modèle linéaire simple. Voilà, nos vecteurs sont constitués, vecteurs explicatifs, Z cette fois-ci est constitué de concaténation de vecteurs unité de taille nt et de notre vecteur de variables explicatives. Voilà, donc ce qui nous permet de ramener notre panel à une régression linéaire simple qui peut, au travers de l'opération de l'opérateur between inter-individuel, définir un opérateur within intra-individuel qui n'est rien d'autre que le symétrique de l'opération inter-individuelle par rapport à l'individu identité. Voilà. Donc,
On a, dans le cadre de l'estimation, un certain nombre d'hypothèses. Dans l'estimation, on peut avoir les effets individuels de nos paramètres qu'il faut estimer. On peut avoir les effets individuels de notre paramètre sont à estimer, bien évidemment. On a également les thèmes d'erreur qui doivent être identiquement distribués, de moyenne nulle et d'écart type constant. Voilà. Donc, les thèmes, les variables indépendantes ou alors explicatives doivent être indépendants des thèmes d'erreur, quel que soit l'individu et quelle que soit la date considérée. Voilà. Donc, les méthodes dénommées least square dummy variable, méthode du maximum de vraisemblance, appliquée aux variables limitées, nous permet de faire utiliser notre opérateur intra-individuel Q qu'on a défini plus haut, nous permet d'estimer nos coefficients euh, avec une expression qui est similaire à l'expression dans le cadre d'une modélisation d'un modèle linéaire simple, et il en est de même des caractéristiques de nos estimateurs qui sont sans biais et convergents comme dans le cas du modèle linéaire simple. Et on peut remarquer que dans cette procédure LSDV, les variables explicatives doivent varier dans le temps, n'est-ce pas? Et puis les variables sexe est alors à proscrire en explicative ici, parce que c'est une variable qui ne varie pas dans le temps, qui reste constant, par exemple. Donc, on peut, pour tester, dans le cadre théorique d'estimation, tester la polarité des individus. Le test de polarité permet de savoir, de voir, en fait, le test de polarité permet de voir si notre, nos éléments, si on considère notre premier modèle où les effets, nos coefficients dépendent des individus, et un modèle où les coefficients ne dépendent pas des individus, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, notre test de polarité permet de savoir s'il faut estimer un modèle à effet individuel, euh, voilà, un modèle dont les coefficients dépendent des individus ou pas. C'est ça la polarité. Que les coefficients dépendent des individus, ou alors on peut considérer qu'il y a un modèle unique, indépendant des différents individus considérés. La statistique de Fisher permet de prendre la décision sur la polarité de notre estimation. Et on a également le test d'effet fixe qui permet de tester si les effets individuels sont nuls. Voilà, dans le cas où, ou pas, si les effets individuels ne sont pas nuls, on va conclure que voilà, notre modèle à effet n'est pas un modèle à effet fixe. Donc, on a la statistique de Fisher qui permet également de prendre la décision sur le test d'effet fixe au niveau des individus. Et donc, pour ce qui est du cas pratique, nous allons pouvons par exemple estimer la demande en eau des ménages, que nous dénommons ici par exemple L conso. Bon, le logarithme de la consommation d'eau potable par tête peut permettre de faire cette modélisation. On a également le prix moyen d'eau distribué par mètre cube, le revenu par tête. On va voir si
dans le cadre on peut voir par exemple dans le cadre d'un modèle économique des panels sur un certain nombre d'individus, sur l'équation linéaire de consommation, de log de la consommation, comme combinaison linéaire des logarithmes des prix et revenus avec effet individuel permettent d'analyser la demande de consommation. On va voir si on peut essayer de regarder les spécificités en termes d'individus, si il faut estimer un modèle à effet individuel ou bien à effet fixe ou bien un modèle à effet aléatoire. Voilà donc ce qui est théoriquement beaucoup plus concernant les modèles d'économétrie des données de panel. Nous allons revenir dans un autre tutoriel. Nous allons vous montrer de façon pratique comment implémenter cette méthode sous Stata. Donc, nous vous remercions votre bienveillante attention et à très bientôt dans de nouvelles aventures.